C'est tout. Hola cher enthousiaste. Aujourd'hui, au micro de Et si on s'aimait, je reçois Jérémy Guillaume. Avec Jérémy, on s'est connus via un pote en commun qui s'appelle Fabien. Bisous Fabien si tu nous écoutes. Et depuis, on s'est vus émus, joyeux, anxieux, excités, blasés de la vie. Et j'apprécie autant sa pensée que son art, car c'est un papa, un mari, un ami, un coach et un photographe de talent. Bienvenue Jérémy. Et pour commencer, j'aimerais savoir, à combien tu t'aimes aujourd'hui de 0 à 10 ? Fêtard. Bon, ben, j'y vais, Nadège. À bientôt. C'est hyper compliqué comme question. De 0 à 10, aujourd'hui, je dirais que je me sens autour de... entre 7 et 8, 7 et demi, on peut dire. 7,5 ? Ok. Ouais. Et pourquoi ? Pourquoi pas plus ? Pourquoi pas moins ? Ouais. Je sais pas. Je pense qu'il y a quelques mois, je m'aimais moins, du coup. Et avec ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, ces derniers mois, ça fait augmenter la note. Et pourquoi pas plus ? Parce que je pense que on a toujours une marge de progression. Je sens que je suis sur un chemin de plus d'acceptation de qui je suis, que ce soit intérieurement, émotionnellement, physiquement, tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est assez juste de me dire entre 7 et 8, tu vois. Je trouve que c'est quelque chose qui résonne pas mal, de me dire il y a encore de la progression. J'ai de l'amour pour moi, mais de visualiser aussi un petit peu le chemin encore restant. Ok. Bon, tu nous as déjà un petit peu teasé, mais c'est quoi la leçon de la dernière expérience difficile que tu as vécue ? Ouais, la leçon, c'est la confiance, je pense. C'est une leçon de confiance extrême en soi, en la vie, une confiance aussi envers les autres, que ce soit l'environnement proche, les amis, la famille, avec ma femme, mes enfants, mes parents, tout ça, et aussi un peu plus largement avec les personnes qui ont été impliquées dans l'événement. Je fais du teasing. La confiance, c'est vraiment le truc, je pense, la leçon. Et le deuxième, c'est, ça rejoint un peu ta question, c'est l'amour de soi. Et aussi, je dirais, le recentrage sur l'essentiel, tu vois. Mais ça se couple avec l'amour de soi, c'est qu'est-ce qui est vraiment important dans sa vie, qu'est-ce qui nous apporte de l'amour, qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous fait kiffer, quoi. C'est marrant parce qu'au fond, je suis même pas obligée de demander qu'est-ce qui s'est passé, parce que du coup, moi, je le sais déjà. Mais je me dis quand même, pour un petit peu de compréhension, peut-être, est-ce que tu pourrais juste développer très rapidement ce qui s'est passé et quels sont les impacts concrets aujourd'hui dans ton quotidien ? Ouais. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, on est en septembre. On est fin septembre. Début juin, donc ça fait pas longtemps, ça fait quoi ? Juin, juillet, août, septembre, 4 mois. 3 mois et demi, ouais. Ouais, 3 mois et demi. Du coup, j'apprends que j'ai un problème très grave au cœur. Du coup, dans les semaines qui suivent, j'apprends qu'il faut que je me fasse opérer. Et du coup, je me suis fait opérer le 31 juillet, exactement. Et du coup, je suis passé d'un truc où t'as ta vie, t'es à 100 à l'heure, j'ai 3 enfants, la vie de famille, on est tous les deux indépendants avec ma femme, enfin voilà, le quotidien, où tu cours dans tous les sens, boulot, il faut faire rentrer de l'argent et tout, à ce truc où d'un coup tu te dis, putain, en fait, il y a quand même des chances que j'y passe. C'est un truc extrêmement grave, le chirurgien, il savait pas ce qu'il allait trop pouvoir faire, ce qu'il allait trouver. Et du coup, je me suis opéré du cœur, j'ai passé 1 mois hospitalisé. Et là, ça va faire 7 semaines, du coup, depuis l'opération. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'on s'était dit, est-ce qu'on fait le podcast ou pas, selon mon état de forme. Là, je me sens bien. Et du coup, il y a des jours où je suis bien, des jours où je suis pas bien, des jours où j'ai... voilà. Donc, voilà, grosse opération du cœur, imprévue, un peu en urgence, qui remet pas mal de choses en jeu, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, quel titre tu donnerais à ce chapitre de ta vie que tu vis en ce moment-là ? Je donnerais le titre de... une reconnexion profonde à qui je suis, que ce soit physique, que ce soit sur un aspect psychologique, émotionnel, spirituel aussi, sur tous ces aspects-là. Ouais. Trop bien. Et en ce moment-là, sachant que du coup, tes capacités physiques, c'est plus les mêmes, émotionnelles peut-être aussi en ce moment, qu'est-ce qui t'enthousiasme et qui te donne de l'énergie, là, actuellement ? De faire ce podcast avec toi.
Ok. C'est le premier truc très concret et voilà, que Mm. je fais depuis l'opération. De passer beaucoup de temps avec mes enfants. Tu vois, encore ce matin, là, on est Mhm. mercredi, on est parti marcher 1 heure et demie avec eux et tout, et de les voir courir, rigoler, machin et tout. Tu vois, j'ai l'impression de les redécouvrir sous un aspect que je les voyais plus, tu vois. Et c'est assez fou parce que je me suis fait la réflexion ce matin. Il y a mon père, il m'a envoyé une vidéo de mon fils. La vidéo, elle doit avoir 4 ans, je pense, 4 ans et demi. Et je le vois se marrer et tout. Et dans ma tête, j'ai des souvenirs où c'était difficile quand il était tout petit et tout, tu vois. Et j'avais plutôt un souvenir, voilà, où justement il était un peu fermé et tout. Et je le vois se marrer et je me dis, en fait, ma vision, elle a vraiment changé parce que du coup, je voyais les choses différemment de ce qu'elles étaient. Enfin, en tout cas, Mm. elles étaient ce qu'elles étaient et moi, je les percevais d'une manière différente de ce que je les perçois aujourd'hui, quoi. Ouais, tu percevais juste une petite partie, et puis là, ton papa, il t'offre un autre prisme de lecture, quoi. Ouais. Je sais pas si ça te fait ça, Mm. toi aussi, tu vois, de te rendre compte parfois, selon les moments, avec les personnes avec qui t'es ou selon ton état de fatigue et tout, en fait, qu'un même événement, tu peux le percevoir d'une manière complètement différente. Carrément, et puis je pense qu'il y a vraiment une sorte de temporalité là-dedans, tu vois, genre, là, l'exemple qui me vient en tête, c'est en 2018-19, on va vivre à La Réunion avec mon ex-compagne, et genre, j'avais pas du tout envie d'y aller. Genre, j'aime pas le chaud, j'aime pas les moustiques, j'étais bien où j'étais, tu vois, vraiment, ça m'a saoulée, quoi. J'y suis allée par amour, clairement. Et puis, maintenant, pendant l'expérience, il y avait des moments cool, des moments chiants, et là, quand j'y repense a posteriori, je me dis, mais c'était une expérience incroyable. Et Ça m'a ouais. nourri de ouf, j'ai eu trop de chance. Mais tu vois, c'est la temporalité qui fait que ma vision a changé là-dessus, quoi. Et tu crois qu'on peut... Tu sais, c'est une question que je me pose actuellement parce que Mm. comme je vis les choses complètement différemment, tu vois, il y a un ami, c'était hier ou avant-hier, je discutais avec lui par message et je lui dis c'est trop bien, tout est beau, je kiffe tout, je suis dans un rythme beaucoup plus slow, j'ai quelques frustrations, on en a parlé, tu vois, Mm. voilà, parce que je me dis, bah voilà, petit à petit, il va falloir que je reprenne le boulot, mais voilà, machin. Et il me dit, bah tu verras, en fait, une fois que tu y seras, tu fais gaffe parce que tu peux vite replonger, tu vois. Et du coup, je me demande si on a cette capacité à pouvoir garder un peu ce recul pour justement percevoir les choses avec peut-être moins de stress, moins de... Enfin, tout ce qui peut biaiser parfois notre raisonnement, qui fait qu'après coup, on va se dire, ah mince, c'était trop bien, et sur le coup, on le vit Mm. pas comme ça, quoi. Bah, est-ce qu'on a la capacité, moi je pense qu'on peut se l'autoriser, voire l'obliger, tu vois, genre cette espèce de rigueur mentale qu'on a quand on fait des coachings ensemble, tu vois, ce truc de si tu t'obliges à regarder les bénéfices d'une situation qui te paraît chiante Mhm. ou les inconvénients d'une situation qui te paraît kiffante, ben tu dépolarises de facto une situation qui est polarisée. Donc si tu as les outils, tu peux. Après, il faut implémenter ces outils, tu vois, c'est Ouais, plutôt ça. il faut arriver à les mettre en œuvre au moment venu dans la C'est ça. situation où t'es fatigué, t'es Mm. stressé, t'es anxieux, machin, ouais. Ouais. Mais tu vois, ça m'amène une autre question pour toi. C'est là, on parle de perception, mais là, j'ai envie de te parler d'attention. Genre, en ce moment, vu que ta perception des choses change, sur quoi t'aimerais porter plus d'attention et pourquoi? Ouais. Euh, sur, sur mon corps, je pense que c'est vraiment l'enjeu, tu vois. Parce que forcément, une opération du cœur avec, tu vois, j'ai encore des douleurs au thorax, j'ai encore, Hmm. même, voilà, j'ai des maux de tête, des migraines, des machins. Ça pousse à ça. Et du coup, je me dis, on est quand même dans une société qui prône le côté esprit, malgré tout, le Mhm. côté contrôle sur les choses, tu vois, on veut tout contrôler globalement dans sa vie, enfin peut-être pas tout, mais on est quand même dans cette posture-là globalement, et du coup je me dis, on a peut-être tendance, en tout cas moi c'est mon cas, j'ai eu tendance à trop délaisser mon corps, tu vois, quand Hmm. j'ai trop délaissé, c'est pas écouter les signes de fatigue, pas écouter les signes de certaines petites douleurs, pas écouter tu vois, tous ces trucs un peu qui peuvent être connectés un peu à l'intuition, où tu dis, bah, là, il faut que je ralentisse, ou là, dans le boulot, dans le business, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire vraiment, tu vois. Donc, il y a Hmm. vraiment, vraiment ce rapport au corps, je trouve. Trop bien. Et je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tout à l'heure, on parlait des événements les plus difficiles et tout, mais c'est quoi l'événement le plus joyeux que t'aies vécu cette année qui te Eh ben, revienne? c'est le même. C'est le Ah, même. trop bien. Ouais, c'est Ok. l'opération, parce que l'opération, ça a été un moment difficile avant,
parce que du coup, il a fallu encaisser. En fait, j'ai appris que j'allais me faire opérer. 15 jours après, j'étais opéré, grosso modo. Donc, il a fallu rapidement que j'encaisse le truc, que je me prépare et tout ça. Et ben, merci à toi, parce que tu m'as accompagné, tu me coaches depuis quelques mois, à d'autres amis. Donc, c'était un moment difficile par rapport à ça, de me dire, bon, ben voilà, c'est quand même. Enfin, on t'ouvre le corps pendant 8 heures pour aller te trifouiller le cœur. Il y a ton sang qui est dans une machine, machin et tout. Donc, c'est quand même un truc chaud, quoi. Et en même temps, c'est le plus beau moment, je pense, que j'ai vécu cette année. Parce que du coup, ça m'a poussé à la connexion à moi, comme je disais. Et surtout, j'ai ressenti un amour que j'avais jamais ressenti de ma vie. C'est-à-dire une forme d'amour inconditionnel de la part de mes proches, de ma femme, de mes amis. J'ai fait un groupe WhatsApp pour pouvoir donner des informations, que ma femme puisse passer des informations plus simplement, et puis moi un petit peu aussi au fur et à mesure. J'en ai des frissons, tu vois. J'ai senti une bulle d'amour. Je pensais même pas que c'était possible. Je me suis dit, c'est génial, pourquoi ces gens-là, ils m'apportent autant d'amour, tu vois. Je pense qu'il y avait un effet de résonance, j'ai 40 ans, j'ai plein d'amis qui m'ont dit après coup, attends, mais en fait ça aurait pu m'arriver, ça m'a fait flipper avec mes enfants, je prends pas assez de temps avec eux, des choses comme ça. Et du coup, c'est l'événement le plus dur parce que physiquement c'était hyper compliqué, moralement tout ça. En même temps le plus beau parce que ça m'a vraiment appris l'amour de moi encore plus et cet amour inconditionnel des autres, la puissance aussi de la connexion humaine et tout ça quoi. Ouais, c'est vrai que pour avoir été dans le groupe, c'est vrai que c'était assez impressionnant et peut-être j'ai cette croyance que tout se rééquilibre quoi. Donc au moment où la vie te challenge aussi fort, ben ouais, t'as ton entourage qui te soutient aussi fort quoi. Ah ouais, mais je pensais même pas que c'était fait que ça existait autant d'amour, tu vois. Non mais tu sais ouais, c'est même dur de mettre des mots dessus en fait, tu vois. Ouais. Parce que du coup, c'est ce truc où tu te dis moi, il y a vraiment, tu vois, de mon ressenti, c'est il peut m'arriver n'importe quoi. En fait, tout cet amour, c'est tellement beau, c'est pas grave, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui te permet d'affronter n'importe quoi, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit t'as été hyper courageux, c'est chouette, machin. Mais je pense qu'en fait, c'est juste que c'est une vision de l'extérieur. Quand t'es dedans, de toute façon, t'as pas trop le choix. T'y vas. J'ai fait quand même le choix de me dire je vois les choses de manière bénéfique. Dans cette polarité, il y a autant de bénéfices que d'inconvénients. Et de me dire, qu'est-ce que ça m'apporte réellement, tu vois. Mais hormis ça, quand t'es dedans, en fait, t'avances et puis voilà, quoi. Ouais. C'est beau cette histoire de je veux me reconnecter à mon corps, je veux porter plus d'attention à mon corps après tout ça. Et j'aimerais te demander, quand est-ce que tu te sens le plus connecté émotionnellement à toi? Genre, c'est quoi les actions ou les situations où tu te sens vraiment connecté à toi? Hmm. C'est tous les moments où je suis dans un côté un peu plus... comment je peux qualifier ça? Un peu plus méditatif, peut-être. Bon, j'ai du mal à méditer, mais dans le sens qu'en ce moment, je vais marcher tous les jours parce que voilà, il faut que je marche pour le cœur et tout. Et en fait, quand je suis dans ces moments-là où je marche avec la nature, ou même un podcast, tu vois, quelque chose comme ça, j'ai l'impression que ça me reconnecte à moi parce que j'ai rien d'autre à faire, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans mon caractère avant l'opération, dans le faire tout le temps. En fait, il fallait toujours que je trouve un petit truc à faire, même si c'était anodin, pour occuper un petit peu un vide, tu vois, en moi. Et du coup, là, je suis dans l'opération pendant 15 jours, j'ai quasiment pas eu de téléphone post-opératoire. Et du coup, j'ai appris à être là et juste contempler, attendre que ça passe, être dans mon corps, parce que de toute façon, au début, tu peux rien faire, tu peux à peine bouger et tout. Et du coup, c'est ce truc-là où j'essaye maintenant d'avoir des temps où je suis plus dans un espace un peu méditatif, entre guillemets, en tout cas, où je cherche pas à combler, à remplir, tu vois, où je fais rien. En tout cas, juste j'observe, je contemple. Et c'est là où j'ai cette reconnexion, je crois, à mon corps, à moi, à ses ressentis. Ce qui est logique, je pense aussi, quoi. Je sais pas comment tu fonctionnes, Ouais. toi, mais en fait, quand tu es dans un espace où tu laisses l'écoute active de ton corps, du coup, ça permet d'exister, quoi. Moi, où est-ce que ça se fait? Pour le coup, peut-être c'est moins dans la contemplation. En tout cas, bon, quand je randonne, si, je me sens vraiment connectée émotionnellement à qui je suis, en particulier en montagne. Mais je dirais que l'activité quand même qui me fait Allez, les deux activités qui me font sentir vraiment très connectée, c'est la course à pied et le chant. Donc tu Ah, vois, il y a quand même ce truc. Et quand je chante, je pense que je suis connectée à mon cœur directement. Il y a vraiment un truc, un lien direct. Et quand je cours, peut-être juste ça m'offre cet espace effectivement de contemplation ou en tout cas de vide. Je suis pas dans l'action de faire parce que c'est assez automatique de courir sur du plat en tout cas. Et ouais. donc je ressens ça aussi, mais au même degré que toi dans la marche du coup. Et quand tu masses, des choses comme ça peut aussi Hmm. ou... Euh, Quand je masse, je suis connectée émotionnellement à l'autre.
mais du coup, c'est pas vraiment une connexion à moi. Je le sens pas comme ça, en tout cas. Je suis plus connectée à l'autre qu'à moi, du coup. Ouais, c'est peut-être plus la personne qui est connectée à son corps à ce moment-là, quoi. Ouais, tu vois. Et ben, Ouais, c'est pareil quand je coach, je me sens hyper connectée, mais à l'autre, plutôt. ouais, Alors t'as raison. après, il y a des moments où, bien sûr, tu vois, je suis le miroir, donc des fois, je suis dans mon intériorité aussi, mais c'est que plutôt un ping-pong, tu vois, genre le moment où, ok, je me connecte à l'autre, ensuite, je vois ce que ça me fait, mais du coup, c'est pas un vrai moment de connexion intense pour moi, quoi. Et tu disais dans le chant, c'est quoi qui te connecte à toi? C'est le fait d'être dans un truc. Enfin, je sais pas, du coup. Je te pose- Ouais, ok. Moi, j'aime bien chanter dans les endroits qui résonnent. Et je pense que ce qui me connecte, c'est en fait la vibration. Donc, quand tu chantes, tu sens la vibration dans ton thorax. Et comme je me mets dans des endroits qui résonnent, donc soit des pièces vides, soit sous des ponts, soit dans des églises, il y a ce truc de, tu vois, ça me revient dans la gueule, en fait. Et je Ah, pense que c'est comme si je me faisais un auto-câlin, tu vois. Il y a un peu de ouais. ça. Et donc, il y a une connexion émotionnelle dans le sens où, selon ce que je chante, ben, des fois, les mots vont me toucher et vont me connecter à, tu vois, même quand j'écoute une musique, des fois, il y a des paroles ou des sonorités qui vont me toucher et me connecter à des émotions que peut-être je connecte pas au quotidien facilement. Et quand je le chante, ben, c'est presque double effet qui se coule, tu vois. Non seulement je connecte à ce qui se dit, mais aussi à ce que je ressens dans mon corps, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Là, tu as dit des émotions, tu vois. Mhm. Pour moi, je rajouterais un truc, c'est que je me suis rendu compte, là, pendant ma convalescence à l'hôpital et tout, que ce qui me connectait à moi, c'était tous les moments où j'étais dans une forme de lâcher-prise émotionnelle et où Mhm. j'étais un peu envahi par les émotions. Et du coup, peut-être que c'est ce qui se passe avec le chant, avec cet effet un peu de résonance, de vibration, où d'un coup, en fait, tu te fais un peu dépasser par le truc et tu as un ressenti profond qui vient te traverser, quoi. Et moi, j'ai Mhm. vraiment l'impression que c'est ça, tu vois. Et quand je marche, c'est ce truc de il y a rien. D'un coup, tu vois une lumière, le paysage et tout, ça te traverse un peu. Et du coup, c'est Mhm. un truc presque, tu sais pas trop d'où ça vient, tu comprends pas trop, et ça vient toucher quelque chose de plus profond, quoi. Ouais, 100%. Et tu vois, la semaine dernière, je suis allée me balader pas loin de Grenoble, enfin à Grenoble. Et genre, à un moment, on arrive en haut de la Bastille et genre, il y a une lumière trop belle dans le ciel. Et genre, vraiment, j'ai chialé ma vie. Enfin, ni plus ni moins, tu vois, vraiment, ça m'a pas traversé du coup, parce que c'était bien là. Mais ouais, tu sais, ça m'a vraiment connecté à mes émotions pour le coup, genre, ce dont j'ai envie dans la vie, enfin, tu vois, ce qui m'inspire, ce qui m'aspire en même temps. Tu pleures beaucoup, toi, dans ton quotidien? C'est vrai on peut penser ça vu que je parle que de moments où je chiale, mais est-ce Non, que non, je mais chiale beaucoup? c'est... Euh, Ça dépend de la définition de beaucoup. Je pense que j'ai les émotions faciles et pas tabous. Donc, on va dire que je pense que je pleurais peut-être au-dessus de la moyenne, tu vois. Et que ce soit des larmes de gratitude ou des larmes de tristesse, tu vois. En ce moment, c'est un peu intense dans ma vie perso et du coup, je chiale beaucoup de tristesse. Et du coup, peut-être habituellement, je chiale plus de gratitude. Hmm. Mais bon, j'ai la larme facile quand même, disons-le. Ouais. Et toi? Ben non, moi je pleure pas vraiment, c'est très rare. Et justement Ouais. là, là ça s'est tassé un petit peu, tu vois, depuis que je suis revenu à la Mhm. maison. Mais pendant toute la période, les 5 semaines là, d'hospitalisation, je pense qu'il n'y a pas une journée où j'ai pas pleuré, tu vois. Ouais. De gratitude, parfois j'étais là en mode putain, en fait, je me sens tellement chanceux d'exister là, d'être en vie, tout ça. Mhm. Reconnaissant envers le personnel soignant, envers mes amis, ma femme et tout. Ou parfois des moments un peu plus de tristesse, tu vois. Et, hum, et du coup, je sais pas pourquoi, je vivais ça. Peut-être que le contexte est différent et tout. Là, j'ai l'impression que je suis retourné un peu dans une routine un peu plus et que je me suis un peu recoupé de ces émotions-là, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, mais est-ce que ça t'embête ou est-ce que t'es au clair avec le fait que c'est des phases en fait? Non, ça m'embête pas parce que c'est comme ça. Enfin, je Hmm. cherche pas à pleurer à tout prix, tu vois. Mais par contre, ce que je sens, c'est que le fait d'être dans cette... je sens que j'avais une forme de connexion à quelque chose que j'ai quand même perdu, tu vois. Hmm. Du coup, ce qui m'embête, c'est pas de pleurer ou pas pleurer, c'est pas le sujet, tu vois. C'est plus de me dire, peut-être que je me suis... le quotidien m'a redéconnecté un petit peu de mes émotions. Hmm. Voilà, c'est plus ce truc-là, tu vois. Après, moi, ça me semble sensé que entre un quotidien où tu peux juste contempler toute la journée, parce que de toute évidence, tu peux rien T'as faire rien à d'autre, faire. et un quotidien où tu es dans l'action, tu vois, genre, t'as des enfants, t'as une femme, t'as une maison, enfin, t'as tellement de choses à gérer que juste, je vois même pas comment tu pourrais garder le même rythme de connexion émotionnelle dans ton quotidien, là, tu vois. Ouais, t'as raison. Hmm. Ouais, c'est très Et juste. je me dis ça, tu vois, parce qu'il y a ce truc de, ok, j'ai envie de plus honorer mon corps, de le plus lui porter d'attention, mais qu'est-ce que tu ferais encore plus, enfin d'autres, du coup, pour encore plus t'aimer et t'honorer, si t'avais pas peur de l'échec, pas peur du regard des autres, pas peur de la critique, pas peur de plus être aimé?
Genre vraiment tout est open. Qu'est-ce que tu Hmm. ferais pour vraiment t'honorer et t'aimer? Ah, c'est intéressant. Bah, déjà, attends. Sur l'amour de moi physiquement, euh, pour préciser, l'hospitalisation, c'est un truc où en gros, tu passes pas loin, pas une semaine, mais 4-5 jours à poil, quoi, grosso modo. Du moment où tu t'habilles le matin, où tu vas au bloc et jusqu'à la sortie de réa, tu vois. Donc ça m'a aussi vachement décomplexé de plein de trucs parce que bah, du Hmm. coup, tu vois, c'est un corps, c'est un bout de chair, quoi, finalement. Et bah, les gens, ils te lavent, tu vois, ce truc-là. Donc ça, c'est un truc, Hmm. ça a été vraiment un gap énorme dans la personne de mon corps, tu vois. Maintenant, Mhm. je m'en fous complet, en fait. Donc déjà, ça, c'est énorme. Et après, aujourd'hui, pour encore plus m'aimer, je pense que ça se joue pas tant sur physiquement changer des choses, parce Mhm. que tu vois, je me trouve pas mal et tout. C'est plus dans la perception que j'ai. C'est plus un côté psychologique, je crois. Tu vois, dans Mhm. la perception que j'ai de mon corps, de me dire, tu vois, parfois j'ai des messages du style, ben, j'aimerais bien avoir quelques kilos en moins. C'est pas des kilos en moins pour l'extérieur, pour les gens ou quoi, tu vois, je m'en fous s'ils me trouvent comme ci ou comme ça, peu importe. Mhm. C'est plus des kilos en moins pour me sentir mieux dans mon corps, tu vois. Et du coup, je peux avoir quelques jugements, me dire, ben, pourquoi c'est pas déjà le cas, tu vois. Et c'est dans ces Mhm. moments-là où je peux être un peu dans le jugement, un peu, peut-être pas sévère, tu vois, ce serait un peu exagéré comme terme, mais en tout cas, voilà, dans ce truc-là. Et du coup, je pense que je gagnerais à m'apporter plus d'amour en me disant, ben, c'est en chemin, ça va venir, et puis si ça vient pas, ça vient pas, tu vois, d'être dans un truc plus équilibré comme ça, quoi. Mhm. Plus Ok, d'amour de soi, quoi. ok. Donc ce que tu ferais, c'est changer tes perceptions. Ouais, je pense changer les Mhm. messages que je m'envoie, mes perceptions, pour les accueillir, de me dire c'est ok, et de me dire si ça se passe, ça se passe, ça se passe pas, ça se passe pas, et ça change pas qui je suis, quoi. Mhm. Et comment tu pourrais faire ça? Avec plus de conscience, avec peut-être une écoute plus active de ces messages-là pour pouvoir Mhm. y répondre plus rapidement, tu vois, en mode dès que je perçois que j'ai ce regard-là, de pouvoir me dire bah, c'est ok, tu vois. Euh, Moi, je le qualifierais dans plus de conscience, du coup, de ces messages-là Mhm. pour avoir plus de douceur et avoir un message plus, ouais, plus bienveillant. Je comprends, ok. Et je me demandais parce que, tu vois, là, quand je t'entends parler, c'est tout doux, c'est... Enfin, tu vois, moi, je te connais déjà, donc je sens la douceur et la bienveillance en toi, mais c'est quoi les dark side? C'est quoi tes dark side, Jérém? Raconte-nous, vas-y, balance les gros dossiers. Euh, je sais pas. En ce moment, je suis un peu bisounours du coup avec l'opération. Les trucs, les gros dossiers sur les côtés un peu plus sombres, tu vois, ça va être la colère, je pense. Ouais. Pas la colère où je suis colérique, parce que je suis pas colérique, mais c'est plus l'acceptation d'une forme de colère que je peux avoir. Ça peut être Mhm. gueuler sur quelqu'un, tu vois, parce que j'ai toujours eu tendance, depuis tout petit, à taire cette colère en mode c'est pas bien, faut pas s'énerver, faut pas crier sur Mhm. quelqu'un, faut pas machin. Et du coup, ça, c'est un truc que je trouve très négatif parce que ça veut dire qu'il y a une part de moi qui existe chez tout le monde. La colère, voilà, c'est une Mhm. émotion hyper importante que j'ai longtemps réprimée ou que je voulais cacher, tu vois. Donc je pense que le truc le plus sombre, je sais pas si c'est le bon terme, mais ce serait vraiment ça, tu vois, ce serait ce truc d'accepter pleinement ma colère, d'accepter de la libérer s'il y a besoin de la libérer. Euh, ouais, je verrais vraiment ce truc-là. Bah, puis, tu vois, moi, ma croyance, c'est que, comme tu dis, on a tous une part de colère et de violence en moyenne, quoi. Et si tu l'exprimes pas envers les autres, tu l'exprimes envers toi-même ou envers autre chose. Donc, j'ai envie Ouais. de te demander, du coup, où est-ce que tu es violent envers toi-même aujourd'hui, quoi? Ouais, bah tu vois, on a travaillé en coaching, ça tous les deux, tu vois, tu m'as Mm. vachement aidé là-dessus, sur justement cette colère que je pouvais avoir vis-à-vis de mes enfants, tu vois, qu'il y a des trucs qui font qui m'énervent et tout ça. Et je remarque que plus j'arrive à l'exprimer justement et l'extérioriser et à la faire transparaître, moins elle existe.
finalement. Mm. Et du coup, elle existait en moi. Je pense que c'est une colère où, justement, quand je disais tout à l'heure, ce côté amour de soi, bah, du coup, ça, je m'envoie la colère de pourquoi je m'aime pas, machin et tout, tu vois. Mm. Donc, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Depuis l'opération, il y a quand même tout ça qui s'est transformé. Mais du coup, je l'ai vraiment vu avant. Tu vois, ce truc-là où Ouais. toute la colère que je garde en moi, finalement, je me le renvoie dans la gueule en mode, ton business, c'est pas assez bien, t'es pas un père assez bien, t'es pas un machin assez bien, quoi. Enfin, tu l'as bien Ouais. vu, quoi. Ouais, ouais. Et tu vois, pour le coup, moi, j'ai été vraiment impressionnée par l'évolution de ton rapport avec tes enfants, et en particulier ton fils, au moment où effectivement tu acceptes cette part de toi et qu'en fait, juste, bah, ça se dissout parce que bah, c'est bon, c'est Mais accepté, il n'y a plus c'était besoin, quoi. instantané, quoi. C'était ouf. Ouais, ouais. Et moi, je connais bien, du coup, ton cercle familial, là, tes enfants, ta femme, mais j'aimerais te demander si tu pouvais dire quelque chose à un membre de ta famille que tu as perdu, qui ce serait? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et pourquoi tu lui dirais ça? Euh, Là, comme ça, ce serait mon grand-père paternel, Mhm. du coup. Je pense souvent à lui. euh, et en fait, je lui dirais merci pour l'inspiration qu'il me donne aujourd'hui. Parce que tu vois, pendant longtemps, j'ai culpabilisé en me disant j'arrive pas à méditer, tu vois, je suis pas un yogi, je prends des pauses dans mon jardin avec le lever du soleil et tout, j'arrive pas du tout à faire ça. Et en fait, mon grand-père, je me souviens d'un truc qu'il m'a dit peut-être il y a peut-être 20 ans de ça, tu vois. Il m'a dit je peux mourir n'importe quand parce que j'ai eu une belle vie et puis voilà, ça peut arriver n'importe quand, je serai heureux de la vie que j'ai eue, tu vois. Et ça a été un truc qui m'a profondément marqué et j'aimerais le remercier pour ça, pour cette parole-là qu'il m'a dit il y a ouais, plus de 20 ans peut-être Mhm. aujourd'hui, parce qu'en fait c'est ce truc où il a commencé à bosser à 13 ans dans les champs, il a eu une vie difficile, tu vois, il a beaucoup travaillé. Je l'ai jamais vu se plaindre. Il méditait pas, mais il allait tous les matins on va dire, de mai à octobre à la mer, pêcher des moules, se baigner. Il marchait beaucoup, il faisait du vélo, il allait chercher son bois et tout, tu vois. Et Mhm. il avait son jardin. Et du coup, il y a ce côté-là de connexion à la nature, connexion à quelque chose qui est un peu ancestral, je sais pas comment on peut la qualifier, qui est basique, Mhm. tu vois, sans forcément chercher. Tout à l'heure, je disais, il y a une prépondérance au mental, à ce côté-là, un petit peu dans notre quotidien, j'ai l'impression. Et lui, il se posait pas la question, tu vois, il prenait son vélo, il allait faire 10 km de vélo, il revenait, il avait ses bouts de bois, il allumait son feu, tu vois, il y avait ce truc-là. Et du coup, je le remercierais pour ce côté, le symbole de la vie simple, la vie agréable, et une vie où bah, voilà, il était pas malheureux, c'était chouette, quoi. Mhm. C'est doux, c'est doux. Tu remercierais qui, toi? Hmm. Je pense quelqu'un que j'ai perdu. J'hésite entre plusieurs personnes, mais je vais prendre la première qui m'est venue. Du coup, c'est ma mamie paternelle, donc qui est Ok. vietnamienne et qui est en fait mon papy paternel. Du coup, il était français, il était soldat, tu vois, il a fait la guerre d'Indochine et il a ramené cette femme, tu vois. Bon, je pense pas qu'ils étaient amoureux, hein, très clairement, c'était un mariage arrangé. Et, euh, et elle, tu vois, elle a eu une vie que moi je perçois comme un peu intense quand même, tu vois, genre un mari assez violent, alcoolique, enfin voilà, c'était pas simple Ok. quoi, disons-le. Et j'aimerais la remercier, tu vois, de lui dire merci d'avoir tenu le coup, tu vois. Déjà parce que sinon je serais pas là et en parler avec toi, Ouais. premièrement. Et puis aussi parce que ben, malgré la violence, le climat de manque d'amour, tu vois, le climat de peur, le climat d'angoisse, bah, elle a créé des êtres humains qui ont réussi à... En tout cas, la grande majorité d'entre eux ont réussi à donner de l'amour, tu vois. Et moi, ça me fascine un peu, la création que je trouve ex nihilo d'amour, tu vois. Genre, par exemple, j'ai la sensation que mes parents, ils ont eu un manque d'amour les deux pour Hmm. différentes raisons. Et que malgré tout, ils ont réussi à créer un foyer avec de l'amour dedans, à leur manière, tu vois. Et je trouve ça hyper impressionnant, en fait. Enfin, j'ai genre une gratitude infinie pour ces gens, quoi. Ouais, c'est fou. Et est-ce que tu crois pas que souvent je pense, tu vois, bah, nos parents, grands-parents, tu vois tout Mm. ça. Est-ce que tu crois pas que c'est aussi une perception erronée qu'on a? Parce que du coup, c'est des questions qu'on se pose nous, parce qu'on a la liberté de se les poser dans le monde où on Mm. vit, avec l'accès à l'information qu'on a. Alors que finalement, tu vois, quand je parle de mon grand-père,
Je pense qu'il y a des moments qui étaient hyper durs dans sa vie, mais je suis même pas sûr qu'il soit dit que c'était difficile, parce que je me souviens, tu vois, il me parlait pendant la guerre, dans les tranchées, il bouffait des hérissons, des trucs comme ça et tout, tu vois. Et il en parlait pas en mode c'était horrible, tu vois. Bon, c'était comme ça, Mm. quoi. La vie était comme ça, tu vois. 100% d'accord, et c'est vrai que, tu vois, là, en plus, en parlant, je vois bien que j'ai eu aussi comment dire, j'ai eu le récit que ma mamie paternelle, bah, des fois, elle se marrait, elle était plutôt drôle. Enfin, Ouais, tu vois, moi, je vois la dark side, entre guillemets, de sa vie, d'une femme battue, violée, etc., qui a eu 14 gosses quand même, tu vois. Enfin, moi, ouais, ça me paraît ouf, tu vois. Et pourtant, je suis pas sûre, effectivement, qu'elle était malheureuse. Moi, j'ai cette perception-là avec mon prisme et mes valeurs, tu vois. ouais, Mais ouais. Oui, c'est pour ça, de notre conscience à nous, aujourd'hui, avec notre vision, nos envies et tout, du coup, ça... Bon, peut-être que c'est pas le cas, hein, peut-être qu'ils... Mais en tout cas, je me dis, dans quelle mesure ça vient pas... un peu, tu disais tout à l'heure, par effet miroir, tu vois, hmm, nous envoyer des messages finalement qui n'étaient pas les messages qu'ils pouvaient avoir, parce qu'ils ne se posaient même pas la question, quoi. Ouais. c'est ça. Autre temporalité, autre espace. 100% d'accord avec toi. Bon, il y a une petite partie quand même de mon cerveau qui se dit, je vois pas exactement comment tu peux être full heureux de ce genre de vie, mais en fait, la question, c'est pas être Ouais, full heureux, c'est juste, c'est- est-ce que tu exprimes du ouais, bonheur, tu est-ce la que tu vis, ouais. perçois de la joie, quoi. Ouais. Puis Mais- peut-être qu'avoir plein d'enfants, c'est une grosse contrainte, mais peut-être c'est aussi beaucoup de joie, tu vois. Enfin, j'en sais rien, en fait. Ouais, oui, 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 Mm, oui, c'est toujours ce truc-là. Et puis mm, tu sais, je te disais, on a discuté, j'ai écouté un podcast qui parlait de l'Antiquité, et que dans cette perception aujourd'hui on cherche à être épanoui intérieurement, on cherche on prône la connaissance de soi, la compréhension de soi, on parle depuis tout à l'heure, la connexion physique, machin et tout. Et dans ce podcast, justement, ils expliquaient qu'à l'époque, c'était pas du tout ça qui était prôné, c'était le fait d'accepter son mm, sort. Et en fait, il disait que, ben, en fait, un esclave, il se demandait pas s'il pouvait être autre chose qu'un esclave, il se disait, ben, j'ai de la chance d'être un esclave, j'accepte mon sort d'esclave. Et en fait, c'est une perception qui était complètement différente, qui est un peu incompréhensible de mon point de vue aujourd'hui, tu vois, de me dire, mais comment on peut ne pas remettre ça en question et de se dire j'accepte mon sort. Mais du coup, je mm. pense qu'il y a des phases aussi où la perception et le paradigme dans lequel on est tellement différent qu'en fait, ça vient bouleverser notre manière de voir le monde, d'y réagir et tout ça, tu vois. 100%. Et tu vois, moi, j'ai vraiment cette équation en tête de souffrance égale la différence entre ce que tu projettes, ce que tu pourrais avoir et ce que tu vis dans ta réalité. Donc, effectivement, un esclave autant des esclaves, bah, en fait, probablement que la majorité d'entre eux percevaient pas qu'ils pouvaient vivre autre chose que ça. Donc, bah C'est voilà. ça. Et peut-être que ma mamie ou ton papy, en fait, ils percevaient pas d'autres possibles non plus, tu vois. Ouais. Après, la question, tu vois, c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui semble être le mieux. Je pense qu'ils avaient pas, comme ils n'avaient pas accès à cette information, ils n'avaient pas accès aussi à qu'est-ce qui est bon pour l'humanité, avec cette notion Mm. de classe, de hiérarchie et tout, tu vois. Mais du coup, ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient, en fait, je me dis. Et finalement, c'est quand même une belle leçon, parce que parfois, on veut toujours, tu vois, dans ce côté aussi dev perso, souvent, on veut toujours être au-delà, peut-être parfois, de nos capacités, alors que déjà, de faire avec ce qu'on peut, à l'endroit où on vit, avec nos bagages, nos parents, notre famille, qui on est, tout ça, bah, c'est déjà un sacré boulot, quoi. C'est clair, c'est clair. Merci pour cet insight, parce que je pense qu'il est hyper important. Et ça rejoint ce qu'on avait dit au début, tu vois, l'histoire de perception, qu'est-ce que nous on voit de l'extérieur et en fait qu'est-ce que l'autre ressent de l'intérieur et comment on peut le faire bouger pour voir faire le tour de la pièce, quoi, et pas rester juste dans un coin. Ah ouais, carrément. Mhm. Changement totalement, je change de sujet, genre rien à voir. Dans l'intro, j'ai dit que tu étais photographe. Moi, j'ai Ouais. vraiment beaucoup de respect et d'admiration pour ton travail en tant que photographe. Pour le coup, ça m'inspire beaucoup. Et j'aimerais savoir, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut soit se lancer dans la photo de manière amateur, soit professionnelle? Euh, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, je pense que la photo, comme c'est pas une activité qui est complexe en réalité. Mm. C'est-à-dire que la photo, tu suis une formation, j'ai des formations. Mm. Soit, je pense qu'il faut, c'est des bases techniques, c'est important, parce que c'est maîtriser ton outil, tu vois. C'est comme bah, quand tu Mm. fais du massage, maîtriser les mains, c'est quoi les techniques de massage, Mm. quand on fait du tatouage, quand on fait, je sais pas, de la peinture. Maîtriser l'outil, c'est la base. Mais ça s'apprend assez rapidement, en quelques Mm. semaines, en étant un peu assidu, c'est acquis. Le deuxième truc, c'est vraiment l'aspect, je trouve, business.
Parce qu'en fait, je pense que souvent, on oublie quand on est à son compte, quelle que soit notre activité, qu'en fait, on est quand même un ou une chef d'entreprise avant tout. C'est-à-dire que le but d'une Mm. entreprise, c'est de générer de l'argent. Et du coup, souvent, on est là, c'est bien de se dire, j'ai une passion, et puis j'y vais, et puis on verra bien ce qui se passe. Mais souvent, en fait, ce que je vois, c'est que ça génère beaucoup de stress, d'anxiété, parce qu'il y a un moment où bah, c'est le retour du bâton, il faut payer ses factures, il faut vivre, il faut payer, je sais pas, Mm. l'école, le machin, le ci, le là. Et du coup, se former au business, c'est gage je trouve, de plus de sérénité par la suite, pour se dire, bah, je structure un minimum mon activité pour avoir les rouages entrepreneuriales, pour être beaucoup plus serein et justement profiter de mon art, entre guillemets, tu vois. Mm. Et le dernier truc, le troisième truc qui est hyper important quand on veut se lancer ou développer son activité, c'est vraiment, je pense, aimer profondément l'autre. C'est-à-dire que la photographie, hormis peut-être la photographie d'architecture, quand on fait du packshot, c'est la photo de produit en studio, où il faut la technique peut-être prôner davantage, et encore qu'on a quand même des relations avec ses clients. Mais quand on fait du portrait, moi je fais du portrait, aimer l'autre, ça me paraît essentiel. Parce qu'en fait, une bonne photo, c'est pas plus de technique qui va l'apporter, c'est pas plus de notions business ou quoi que ce soit, c'est être en capacité à connecter profondément avec la personne qui est en face de soi, à la comprendre un minimum pour arriver à restituer un portrait qui va être fidèle, soit par rapport à Mm. ce que la personne veut, soit par rapport à fidèle, authentique, par rapport à ce que la personne est, à qui la personne est. Donc je pense que cette notion de connexion profonde et sincère avec l'autre, c'est essentiel. Et je crois que parfois on l'oublie parce que je vois beaucoup de photographes moi ça fait 12 ans que je suis à mon compte, qui se surforment à la technique en espérant que ça va tout changer, alors que c'est jamais la technique qui va changer quoi que ce soit, tu vois. Mm. Donc je dirais, avoir des bases techniques, c'est hyper important. Mais c'est une fois qu'on a fait quelques semaines de formation, ça suffit. Se former à l'entrepreneuriat, c'est hyper important. Et après, ce qui va faire un photographe, pour moi, va réussir dans le long terme, c'est le relationnel, la connexion à l'autre, de mettre en place une démarche qui va lui être propre, tu vois, qui va Mm. être différente Trop bien. d'un individu à un autre. Comme ce que tu fais en coaching, tu vois, t'as une patte. Moi, je pense que tu es ma 5e ou 6e coach que j'ai dans ma vie entrepreneuriale. Et en fait, c'est tout le temps des pattes différentes, tu vois. Et c'est ce truc-là, en Mm. fait, tu as des outils, mais tu développes après ta singularité un petit peu, tu vois. Mm. Trop bien. La singularité, bah, ça me fait penser un peu au virage que tu prends au niveau de ta boîte en ce moment. Tu vois, c'est que là, je te lançais sur la photo parce que c'est ton cœur de business, entre guillemets. Et là, je vois que tu as envie aussi de faire une sorte de fusion entre ce que tu as vécu là récemment et puis ben, ce que tu as envie de faire advenir dans ton business. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu d'où vient ce shift, comment tu as envie de le mettre en place, enfin voilà, comment ça se matérialise? Ouais. Je pense que, tu vois, il y a un truc que je me suis encore redit, c'était la semaine dernière. Ouais, c'était avant le coaching qu'on a eu la semaine dernière. Je me suis dit, je pense que je t'ai pas choisi du tout par hasard, tu vois. Mm. Parce que tu as eu ce parcours aussi voilà, de shift un peu, de choix, de machin. Il y a un truc que tu m'as dit récemment, tu m'as dit, en fait, on n'est pas obligé de choisir quelque chose. Et en fait, cette bifurcation, ça fait des années que je me dis, la photo, j'aime ça. Mais j'ai envie de développer autre chose. Je m'intéresse à la psychologie, je m'intéresse à plein de trucs. Et d'ailleurs, quand je fais des coachings pour les photographes, ces photographes plutôt avancés dans les coachings, en fait, on parle jamais de photos, on parle jamais de technique, Mm. de choses comme ça, parce que les sujets, en fait, il n'y a pas lieu d'être. T'as un blocage dans ta boîte parce que t'arrives pas à avoir des clients, c'est pas en lien avec ta technique photo, quoi que ce soit. Et du coup, Clairement. j'avais ce truc de, est-ce qu'il faut que je choisisse l'un ou l'autre? Et finalement, depuis l'opération, je suis plus dans un mood, tu vois, je l'ai sur ma petite feuille que j'ai écrit, c'est est-ce que ça m'expand ou est-ce que ça me contracte, tu vois? Mm. Et il y a ce truc qui est, je pense, essentiel de te dire, peu importe de faire un ou plusieurs projets, est-ce qu'en fait c'est des projets qui te nourrissent? Est-ce que c'est des projets qui viennent t'alimenter? Et il y a un truc aussi qui a changé dans cette notion de choix, c'est de me dire, plutôt que de voir des choses de manière binaire 0 ou 1, tu vois, de me dire en fait, ben, tout ce que j'ai fait en photo aujourd'hui et le fait d'avoir ce bagage-là fait que dans un coaching, si je sens que la personne, ben, elle a un besoin profond de reconnexion à son corps, ça peut être un outil de dire, ben, on peut faire une séance photo et du coup de voir les choses comme plein d'outils finalement, plein de compétences multiples qui viennent créer cette singularité, tu vois. Et en fait, je trouve que ça change tout de réfléchir les choses
par métier ou les choses par singularité, où tu te crées ton métier qui a peut-être pas de nom défini, tu vois. Je me sens pas 100% coach, je me sens pas 100% photographe, tu vois. Mais du coup, par contre, je me sens de plus en plus avec le temps 100% moi et du coup en mesure de proposer quelque chose qui va être plus connecté à qui je suis. Donc c'est en chemin, tu vois, ça, voilà, c'est sûrement l'histoire de la vie aussi. Mais Mm. du coup, il y a cette notion-là, quoi. Je sais pas comment tu perçois les choses de ton point de vue, mais... Mm. Ben, de manière assez similaire, tu vois, genre typiquement hier j'ai un pote, on s'est connus pendant mes études de kiné, tu vois, genre il y a plus de 8 ans. Et puis hier il est passé sur Toulouse, il est pas de Toulouse à la base, il est de Cognac. Et je lui ai fait un petit tatouage, un massage, et on a papoté, tu vois, un peu en mode coaching vite fait, mais je sens que c'est ça qui me nourrit, tu vois, c'est genre lui il venait pour faire une inflexion dans sa vie, tu vois, faire un vrai tournant, et c'était grâce à ces outils-là que ça l'a fait. Et je pense que là depuis 2-3 semaines, je suis vraiment dans un process où j'essaie de laisser tomber mes envies, dans le sens où, tu vois, mes objectifs précis, mes visions précises de comment je veux arriver à mon objectif final. Et juste, je garde le cap. Et franchement, peu importe la voie, tu vois. Genre là, récemment, je m'étais dit, je vais vraiment diminuer le tatouage, je vais vraiment augmenter le coaching. La vie fait que c'est pas ce qui se passe. Genre, j'ai dit que j'arrêtais mon activité de tatoueuse, j'ai eu 12 milliards de mails, et donc je traite tous les gens qui voulaient que je les tatoue, et ça me fait kiffer. Et je suis en mode, ok, en fait, ça me convient, tu vois, et c'est cool, et je surfe là-dessus. Et je pense que c'est plus écologique pour moi de surfer là-dessus plutôt que d'essayer d'être tu vois, en friction de, bah non, moi je veux faire du coaching, pas du tatouage. Franchement, peu importe, quoi. Mais franchement, tu m'as énormément, beaucoup inspiré par rapport à ça, tu vois, par rapport à ce que tu as vécu ces dernières semaines, ce que tu as mis en place et tout, parce que, tu sais, c'est facile de dire, on peut faire plusieurs trucs, machin, et toi, c'est ce que tu expérimentes. Tu vois, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est tes journées où, en fait, dans la journée, il peut y avoir du tatouage, du coaching, du massage, tu vois, ça se construit sur mesure. Et en fait, c'est beau parce que du coup, tu vois, en fait, les gens qui viennent à toi ont peut-être pas tous les mêmes besoins, tous les mêmes envies. Et justement, d'avoir un peu cette boîte à outils où tu peux proposer, par rapport à tes expériences, par rapport à tes connaissances, tes compétences, les bons outils pour la personne. Je trouve qu'on a parfois tendance, on en a parlé, tu vois, avec ce côté offre unique, machin et tout, à le diaboliser. Alors qu'en fait, si on se tourne vers le client, ça peut être hyper bénéfique, tu vois. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose que je ressens. Et sur ce que tu as dit, il y a un truc intéressant. Je faisais un message hier à une amie. Et tu vois, l'opération aussi, là, et le cœur, parce que c'est pas fini, j'ai des cachets. Tu vois, mon cœur, il a doublé de volume, donc il faut qu'il rétrécisse. Je faisais un message où je disais, je crois qu'il y a un truc aussi que ça m'a un peu induit, c'est essayer d'être plus dans l'instant présent. Mais tu sais, c'est un truc qu'on entend souvent, enfin, tu vois, ça fait des années que je m'intéresse au dev perso, c'est un truc que j'ai entendu 1000 fois, tu vois, mais je l'avais pas compris de la même manière. Dans l'instant présent, ça rejoint ça, c'est s'il y a un client qui vient pour du tatouage, accepter ce truc-là et pas se mettre la barrière de se dire, ah mince, je voulais développer plutôt le coaching, plutôt le massage, machin, et plus être dans le truc de être connecté à ses envies, ses besoins du moment, tu vois, ces énergies du moment aussi, qui peuvent changer d'une semaine à l'autre, d'une saison à l'autre. Essayer de mettre, en tout cas, c'est un peu mon défi, tu vois, c'est un peu comme ça que je vois les choses, essayer de mettre moins de friction dans mon quotidien pour être dans un côté beaucoup plus fluide, tu vois, où je roule sur la vie et ça veut pas dire qu'il y a pas une part de maîtrise ou de contrôle, tu vois, mais en tout cas, de pas être que là-dedans, d'essayer de laisser la place un peu à l'imprévu et tout ça, parce que je crois que parfois, cette recherche qu'on a constante de mon idéal, un petit peu, tu vois, c'est quoi mon idéal de vie, de machin, il peut pas arriver dans le contrôle, en fait. Il peut arriver que parce que tu vas te laisser la possibilité de faire peut-être une belle rencontre, ou je sais pas, un échange, ou d'avoir un client que tu aurais peut-être pas dû avoir, parce que sur le papier, ça correspond pas exactement à ce que tu veux faire, et bim, en fait, ça peut te donner un déclic pour lancer une nouvelle offre, créer autre chose, enfin voilà. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses, quoi. Ouais, je le sens. Après, j'aimerais quand même faire une petite remarque, c'est que, tu vois, ça nous convient à nous deux parce qu'on est câblés comme ça, mais j'ai pas du tout envie de décrédibiliser le one place, one funnel, one offer. Tu vois, il y a vraiment un truc très sage aussi dans cette approche-là, qui moi me convient pas et m'épanouit pas pour plein de raisons, mais parce que voilà, c'est comme ça que je suis, tu vois. Mais je pense que pour les gens qui nous écoutent, qui ont une offre et qui se disent, ah ouais, mais alors attends, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse plus de trucs? Et genre vraiment la réponse est non. Enfin, si t'es heureux, si tu kiffes le process, garde une offre, et c'est probablement plus simple à gérer pour le coup. Très certainement. Ouais, c'est très juste de dire ça parce que je pense que ça nous correspond et je pense que tout ce qu'on a dit depuis le début, il n'y a pas de vérité en fait.
Et on peut tout prendre n'importe quel argument et le détruire et dire que c'est faux parce que du coup, on parle de nous, de ce qui nous correspond, de ce qui nous inspire. Mais t'as raison. Et je pense que, tu vois, dans la première question de l'amour de soi, tu vois, je pense que le risque aussi, ce qui nous descend de l'amour de soi, c'est justement de donner trop souvent son pouvoir aux autres, de dire, ben, moi, c'est ce que j'ai fait ces dernières années, tu vois. Un tel, il a dit qu'il fallait avoir qu'une offre, et du coup, je me suis enfermé là-dedans, et c'était pas écologique pour moi, parce que c'était trop violent de faire ça. Et du coup, tu t'éteins un petit feu et tu perds tes moyens, tu doutes de toi et tout. Non pas parce que c'est pas que t'aimes pas ce que tu fais, mais parce que du coup, en fait, t'es dans un système de fonctionnement qui te correspond pas. Donc, qui est peut-être plus bénéfique sur le papier pour avoir plus de chiffres, tout ça, ce qui est une réalité. Mais en tout cas, qui, pour moi, je parle vraiment pour moi, était pas bénéfique. Et je pense que c'est ça le truc, c'est toujours se questionner sur ce que tu m'as dit, tu vois, il y a quelques jours. Est-ce que ça t'expand ou est-ce que ça te contracte? En fait, est-ce que ce truc-là, ça te fait kiffer de le faire et c'est OK, ou est-ce que il y a une forme de grosse lourdeur et que c'est peut-être pas ce qui te correspond, quoi? Ouais. Puis ça dépend vraiment de tes objectifs, tu vois. Je mets un peu en immersion avec Julien Musi. Je lui avais parlé de mon cas, tu vois, de genre, est-ce que vaut mieux que je fasse une offre sur une niche précise, une cible, etc., un objectif précis, ou que je fasse genre une niche of me, tu vois, de tout ce que j'aime et tous les outils que je propose. Et il m'a dit, bah en fait, oui, tu peux faire les deux. Juste le prix à payer d'une niche of me, c'est que c'est plus lent pour avoir des résultats financiers. Et le prix à payer d'une niche très ciblée ou un offer machin, c'est que ben ça risque de te gaver et tu vas prendre moins de plaisir sur du court terme. Donc moi j'ai pris j'ai pris le parti de dire je préfère prendre du plaisir pour que ce soit plus pérenne, mais il n'y a pas de meilleure solution l'une que l'autre, hein. Vraiment les Oui. deux, c'est juste qu'il y a des prix à payer dans les deux, quoi. Oui, puis tu fais comme tu peux aussi. Si t'as un crédit sur le dos, un truc comme ça, parfois, bah, il faut aller vers le plus rapide aussi, quoi. Ouais, grave. Et puis je pense que rajouter le en ce moment ou le pour un instant, ça peut aider. C'est genre pour le moment ou pour pendant 1 ou 2 ans, bah là j'ai besoin de rentrer beaucoup de cash pour plein de raisons. Bah, fais ce qui est le plus efficient, tu vois. Enfin, et après, tu reviendras au kiff si c'est la nouvelle métrique, tu vois. Ouais, c'est très juste. Ouais. On l'oublie, ça aussi, hein. On a Ouais, l'impression le qu'on joue notre côté, vie tout le temps, quoi. c'est ça. Et puis, je sais plus, je crois que c'est Jeff Bezos qui parlait des décisions porte de saloon ou des décisions porte dans un seul sens avec une poignée de porte, tu vois. Et vraiment, ce truc, bah, quand tu peux prendre une décision et ressortir quand tu veux, comme tu veux, franchement, bah, juste itère, teste et vois ce que ça donne. Et oui, pour les décisions dans un seul sens, genre faire un enfant, déménager à l'autre bout du monde pour ouais, se marier, mais même se marier et déménager, tu vois, en soi, tu peux revenir, juste ça demande beaucoup de ressources, tu vois. Peut-être l'enfant, c'est un des rares trucs où je me dis c'est Ouais. bien de réfléchir un peu avant, tu vois. Mais à part pour ce genre de situation, bah, itère, quoi. Franchement, Ouais. si t'as les capacités et les ressources, let's go, quoi. Ouais, c'est vrai, hein. Et en même temps, est-ce que c'est pas le but de la vie d'être confronté à des situations qui nous font juste grandir, tu vois? Parce que tu vois, un enfant, je pense qu'il y a un minimum, tu vois, de conscience à avoir quand même, c'est important. C'est mieux. Je trouve que c'est mieux, mais en même temps, si on part du postulat que tout est juste, quoi qu'il arrive, Ouais, bah, grave. l'enfant qui vit avec des parents, peut-être qui sont en galère parce que, bah, c'est trop dur pour eux d'avoir un enfant, bah, il va se construire et il aura aussi peut-être des... Enfin, tu vois, moi, mon postulat de base, c'est de me dire que tout ce qui nous arrive crée notre individualité, notre singularité, Mhm. tu vois. Et du coup, moi, je peux pas penser ça et dire qu'il y a des situations qui vont pas être justes, parce que finalement, Carrément. bah, peut-être que quelqu'un a eu une enfance qui paraît difficile, mais du coup, ça lui a créé un truc de fou qu'il aurait jamais cru créer autrement, et du coup, ça lui crée une singularité incroyable, quoi. 100% d'accord. Ouais. Oui, je pense que la réflexion des portes, c'était plus pour inciter les gens à pas surréfléchir des situations qu'ils ne nécessitent pas. Oui, C'était ça, plus ça ça. par contre, c'est Mais très juste. Et en fait, tu te mm, rends compte que la plupart des situations, t'es le saloon et tu peux revenir sans problème, quoi. De toute c'est façon, ça. les gens, ils vont oublier que t'as dit ou fait quelque chose, donc il y a que C'est toi ça. avec toi-même, quoi. Mm. Ouais, c'est riche, ça. Ok, on a parlé de photos un peu. Est-ce qu'il y a un thème ou une idée que tu aurais aimé aborder et que j'ai pas amené aujourd'hui? Franchement, avec toutes les discussions qu'on a, je pense des millions. J'aurais bien aimé avoir ta Mhm. vision euh, et, et les bénéfices que tu vois dans le coaching, tu vois. Ces discussions que j'ai eues un peu récemment, tu vois, où j'ai le sentiment vraiment,
bon, moi je suis coach, donc voilà, forcément. Mais j'ai vécu des sessions de coaching hyper puissantes, transformatrices. J'ai été en thérapie psychologique avec d'autres thérapeutes, tout ça. Et du coup, j'aimerais bien avoir ta vision un petit peu de ça, tu vois, sur comment tu perçois le coaching, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça permet pas aussi, peut-être, tu vois. Hmm, ok. Je pense, en tout cas, ma vision actuelle, c'est. Pour moi, le coaching, c'est juste ouvrir de nouvelles perspectives. En gros, en méta, tu vois, si vraiment je dois résumer le coaching, c'est ça. Après, ça peut paraître un peu flou peut-être, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est juste un outil de transformation qui peut accélérer des process, et qui peut permettre de passer peut-être certaines étapes de vie et certaines difficultés ou challenges de manière un peu plus smooth. Voilà. Mais ouais, vraiment pour moi, coaching égale ouverture de perspective, nouvelle vision des choses. Juste parce que la dualité, tu vois, juste parce que je suis pas dans l'autre et que du coup je peux avoir une vision externe de la situation, quoi. Oui, le fait qu'il y ait un élément extérieur, et rien que de poser des questions, ça vient ouvrir de Hmm, fait, quoi. Ouais. carrément. Et après, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça permet pas? Bah, ce que ça peut permettre du coup, je trouve, en tout cas une accélération du process. Et le prix à payer de ça, c'est du chaos à gérer. C'est-à-dire que, tu vois, si en thérapie, tu mets 3 ans à gérer un problème X et qu'en coaching, tu le tapes en 2 séances, ça veut dire que du coup, ce que tu vas mettre 3 ans à gérer, à intégrer, nanana, potentiellement en 2 semaines, tu vas le claquer en coaching. Bon, bah, faut pouvoir gérer ce chaos, tu vois. Enfin, ça me Ouais. paraît être un prix à payer cher, mais c'est un prix à payer dont il faut être conscient, je pense. Ouais. Ah, c'est intéressant. Tu penses que c'est ça qui fait que il y a beaucoup de personnes qui ont peur du coaching, de se faire coacher? Bah, ouais, je crois que dans mon entourage, c'est plus de la méconnaissance. C'est plus genre coaching égale Tony Robbins, égale on va faire des trucs chelous dans une salle Toi, avec tu me mets 2000 des personnes, claques tu en vois. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a plutôt ce côté. En tout cas, dans mon entourage, dans ce que je vois, moi, c'est plus des gens qui connaissent peu le coaching et qui ont un peu cette vision du coaching à l'américaine en mode on va faire des trucs chelous et marcher sur des piquants ardents, tu vois. Donc, moi, il y a un peu de ça. Et puis, je pense aussi le côté un peu coaching business. Tu vois, coaching égale thune, égale c'est cher. Et du coup, c'est pas Hmm. que de la peur, c'est aussi genre une sorte de toute façon, je peux pas me l'offrir, donc je vais même pas chercher à comprendre ce que c'est, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, je pense que c'est le truc. C'est vrai que c'est pas évident parce que tant que tu l'as pas vécu, t'arrives pas à percevoir ça. Tu sais, moi, quand j'ai lancé mes programmes de groupe, d'accompagnement en groupe, où du coup j'étais plutôt sur des promesses business et en fait derrière avec du contenu et je délivrais beaucoup de coaching pour les transformations, c'était surtout là. J'ai franchement, je passe, je sais pas, 6 7 clients sur 10 qui m'ont dit bah, j'avais peur de me faire coacher. Et en fait, je vois aujourd'hui la puissance du truc et qui après sont revenus en individuel, tu vois. Mm. Et je pense que c'est ce truc-là aussi de la peur de travailler sur soi, peut-être, ou ouais, couplé à ça, Mm. ouais. Ouais, Carrément, c'est vrai. carrément. C'est vrai que j'avais pas mentionné ça, mais effectivement, il y a des gens aussi qui savent que s'ils mettent le doigt dedans, ils savent que ça va être un peu le bordel, tu vois. Il y a un moment, si tu sais qu'il y a pas mal de vases au fond de l'étang, bah, tu Et sais que ouais. dès que tu fous un pied dedans, ça y est, c'est le Bronx. Et factuellement, c'est le cas, tu vois, que ce soit en thérapie d'ailleurs ou en coaching. Ouais, ben, moi je me souviens toujours, ma psy à l'époque, elle m'avait dit, en fait, accepter de changer, c'est accepter en fait que la situation qu'on vit ne convient pas au point d'accepter qu'il y ait une situation peut-être plus inconfortable qui arrive, tu vois. Mm. Et ça, je trouve que c'est Carrément. très juste. Et en fait, se faire coacher, se faire accompagner, peu importe la forme d'accompagnement, c'est aller vers un inconnu et c'est aller vers quelque chose que tu contrôles pas, que tu maîtrises pas et probablement que tu connais pas. Donc c'est déjà aussi accepter d'aller vers ça parce que du coup, je pense que la première étape c'est ça, tu vois. On est un peu fou parce que tu te dis bon allez j'y vais, mais il y a aussi ce truc-là qui est en jeu quoi. De se dire Ouais. finalement parfois on se plaint de nos situations de vie, que ce soit business, enfin pro, perso et tout. Mais elle me disait toujours, c'est toujours plus confortable une situation qu'on connaît qu'une situation qu'on connaît pas finalement. Donc, ouais. 100%. Et c'est marrant parce que quand tu me dis ça, moi je pense aux perceptions à nouveau. C'est genre, ok, tu peux percevoir qu'en fait ça va être douloureux de changer, mais tu peux aussi mettre ton regard ailleurs et te dire, mais en fait c'est tellement douloureux ce que je vis là que je veux pas le vivre. Tu vois, moi ce qui fait que je suis allée en thérapie puis en coaching, parce que même si je me prends des grosses cuts dans la tronche, bah, je préfère souffrir là sur du court terme et m'offrir un truc qui me semble un peu plus agréable sur du moyen long terme plutôt que de rester dans mon petit caca confortable, tu vois. Ouais, tout Même à fait. si je dis ça, et en même temps, je suis consciente qu'au moment où je résous des problèmes, là, dans mon niveau de conscience, là, les problèmes qui arrivent vont être encore plus fat et denses, tu vois, je le sais. Mais j'aime ça. Et je pense aussi que c'est dans un truc où j'aime la croissance, tu vois, j'aime l'évolution. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont moins cette addiction à ça et pour qui ce sera plus confortable de rester dans leur petit caca.
que de passer par ce chaos-là, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas la nature de notre espèce aussi d'avancer, d'évoluer, tu vois? En fait, la nature même de la vie, tu vois? Tu prends n'importe quelle, je sais pas, des plantes, elles poussent, ouais. Je sais pas si l'idée c'est de croître, tu vois. Moi, je crois quand même effectivement que la vie c'est le mouvement, mais au-delà de ça, je dirais que, tu vois, est-ce que la vie c'est le changement? Je sais pas. Oui, j'ai l'impression que si tu stagnes trop longtemps, tu meurs, mais c'est une croyance, quoi. Je sais pas. Je sais pas si la vie c'est le changement. Tu vois, il y a quelques années, il y a un ami qui m'avait qui m'avait partagé une réflexion qu'il avait eue, tu vois? Il me Mhm. disait: «On parle toujours de révolution», tu vois? Et en fait, on associe la révolution au changement et lui disait: «Une révolution, en fait, c'est un tour, quoi», tu vois? Donc finalement, Ouais. c'est pas trop le changement, c'est juste revivre tout le temps la même chose. Et Mhm. du coup, lui, il me disait, en tout cas, il prônait beaucoup plus le côté évolution parce que du coup, ça considérait de prendre en compte, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, son état actuel et d'évoluer vers ce qui nous paraît plus juste aujourd'hui, qui pourra évoluer dans le temps, tu vois. Mhm. Après, est-ce que le but, c'est de croître à tout prix? Je sais pas. Après, ça pose des questions écologiques, ça pose plein de questions, ce truc-là, hein, ouais. Clairement. Je sais On pas, ça n'aura me pas de réponse dépasse. aujourd'hui, je pense. Clairement. Mais ouais, c'est marrant parce que je sens, tu vois, à quel point on est connecté sur plein de sujets. Et je vais te demander, pendant cette discussion-là, quand est-ce que tu t'es senti le plus connecté à moi? Ah, euh... euh, il faut que je trouve un moment précis. Bon, tu peux m'en donner plusieurs, hein, Il y en s'il a y en a plusieurs qui plusieurs. émergent. Je me suis senti... Les moments où je me suis senti le plus connecté, je crois que c'est quand même des moments où, dans ce que t'exprimais, ça résonnait vachement en moi, tu vois. Où Hmm. j'avais ce sentiment d'une compréhension hyper claire de ce que tu disais, tu vois. Et tu vois, je sais pas comment on peut le qualifier, un peu cette forme de transparence, tu vois, je me dis, putain, oh, ok, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le côté l'émotion, tu vois, t'es Ouais. traversé par le truc. Et du coup, les moments où je me suis senti le plus connecté, c'est les moments où je suis pas dans le truc, où je réfléchis à qu'est-ce que je vais dire, pas dire, machin, où juste je vis le moment et je sens qu'il y Hmm. a un truc qui est un peu déconnecté finalement, tu vois. Hmm. Je comprends. Ouais. Je comprends. Et je me demandais aussi, tu vois, parce qu'on a pas mal parlé de trucs intenses sur toi, sur moi, ce que c'est ton vécu, sur où tu en es actuellement. Là, maintenant, après cette discussion, à combien tu t'aimes de 0 à 10? Ah. Ben, je pense que là, tu vois, par rapport à tout ce que j'ai dit, je me sens plutôt à 8,5, tu vois. Hmm. Ouais. Parce que du coup, ça m'a fait prendre beaucoup de recul aussi, tu vois. Le fait de reparler, c'est pas évident. Tu vois, ce que tu l'as dit, en fait, l'être avec quelqu'un, ça permet d'explorer des choses que tu peux difficilement explorer seul. Et du coup, en Mhm. fait, je me rends compte d'autant plus du chemin parcouru, je me rends compte d'autant plus de l'amour que j'ai pour moi, de l'exigence que j'ai parfois, mais aussi de l'indulgence que j'ai appris à avoir ces dernières années. Donc, ouais, 8,5, je dirais, ouais. Trop bien, Ouais. trop bien. Et est-ce que tu as une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, une musique, qui t'a fait kiffer récemment et où tu t'es senti peut-être dans un état d'amour, quel qu'il soit? Euh, le truc qui m'a fait beaucoup de bien récemment, c'est des méditations. C'est la psychologue que j'ai eue pendant 7 ans, qui m'accompagne plus, mais qui est devenue une amie maintenant, qui, avant mon opération, elle a un coffret de méditation, m'a offert son coffret. Et en fait, ces méditations-là, ça m'a... je pense que j'aurais pas du tout vécu la même chose sans ça, tu vois. Ça a permis d'être dans une connexion profonde à moi. Ça m'a vraiment aidé à passer ce moment. Et je suis pas trop méditation, mais ça m'a transporté. C'est très juste. Il y a de la musique qui est très bien choisie, avec ses paroles. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui est, en tout cas pour moi, qui m'a correspondu et qui est très très juste. Et du coup, s'il y a une ressource que je pourrais recommander, c'est vraiment ça, parce que je pense que ça m'a vraiment permis de traverser ces 7-8 dernières semaines. Ouais. Et est-ce que les gens peuvent y accéder ou c'est un coffret Ouais, accessible? elle vend ça. Mhm. Je pourrais t'envoyer le lien, du coup. Ouais, carrément. Ouais, ok. Je le mettrai dans les ressources, trop bien. Trop bien.
Est-ce qu'il y a un conseil ou une sorte d'illumination récente que tu as eue et que tu aimerais partager à nos auditeurs? Je pense que j'aimerais bien rappuyer encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur essayer d'avoir une écoute active de soi, tu vois, de ses ressentis, que ce soit physique, émotionnel, psychologique, corporel, enfin sur un peu plusieurs aspects, tu vois. Je pense que ça, c'est quand même un des trucs, je pense, les plus importants finalement. Parce que, tu sais, souvent on parle de se reconnecter à soi, d'être machin. En fait, la conscience de soi, elle passe par le fait d'avoir des moments où on peut être à l'écoute de soi, tout simplement, tu vois. Donc moi, je sais qu'en ce moment, c'est un peu malgré moi, parce que l'opération fait que je dois marcher. Donc je marche 1 à 2 heures par jour. Et du coup, forcément, c'est des moments où voilà, j'ai ces temps-là. Mais du coup, si j'avais un conseil, ce serait d'essayer de se créer ces temps. Parce que souvent, on est dans... Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas avant l'opération. On recherche ce mieux-être, cette connexion et tout. Mais en fait, on s'offre jamais de moment où on peut l'avoir, tu vois. Donc, en pensant à toi, tu vois, tu me dirais, dans ton emploi du temps, priorise ce truc-là dans ton agenda. Et je pense que c'est essentiel. Ouais. Trop bien. Merci pour ce message. Quel autre amoureux de la vie t'aimerais entendre sur ce podcast? Quel amoureux de la vie j'aimerais entendre sur ce podcast. Ou amoureux de l'amour, ça marche aussi. Ou amoureux en tout cas, de l'amour. quelqu'un pour qui aimer et s'aimer, c'est quelque chose d'important, tu vois. Ouais. Il y a... c'est pas évident, hein. Il y a quelqu'un que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Enfin, ça fait quand même quelques mois. Qui a un podcast, c'est Manon Tournant. Je sais pas si ça dit quelque chose. Elle a un podcast sur l'ascenseur émotionnel. Et je trouve que, tu vois, elle est hyper inspirante parce qu'en fait, elle a pris un sujet qui est quand même pas évident, les émotions, tu vois, qui guide plus ou moins un peu tout ce qu'on vit dans notre vie, quoi, finalement. Et je trouve qu'elle arrive à le rendre assez simple, assez fluide, et qu'il y a une légèreté. Et je trouve que ça apporte beaucoup d'amour pour soi, pour les autres. Donc, ouais. Trop stylé. Manon. Merci pour la reco. Figure-toi qu'elle était déjà dans ma liste d'invités potentiels. Voilà. Mais du coup, je la remonte en haut. Trop bien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Jérém, pour les gens qui voudraient acheter des formations, se faire coacher par toi, etc. Ouais. Le plus simple, c'est sur Instagram. Okay. Jérémy avec un Y, Guillaume. Donc, mon prénom, c'est Jérémy. Guillaume, c'est mon nom de famille, tout accroché. Et puis après, ça redispatche sur tout. Et puis, il faut m'écrire pour venir discuter, c'est le mieux. Trop bien, trop bien. Écoute, Jérém, c'était un pur plaisir. Est-ce que tu aimerais donner un mot de la fin ou une sorte de petite pépite de fin? Est-ce que ça t'a inspiré? Écoute, qu'est-ce que tu partagerais, toi, comme conseil, tu vois, après tout ce qu'on s'est dit, aux personnes qui écoutent ton podcast? Je sais pas si c'est un conseil, mais c'est plutôt un insight. C'est de se rappeler que tout est question de perspective, tu vois. Je pense que ça a été le fil rouge de cette discussion. Et que dans une situation qui pourrait paraître très positive, très négative ou très je sais pas quoi, y a l'autre face de la pièce, il y a l'autre angle de la pièce. Et que ça fait du bien des fois de juste se le rappeler et puis d'utiliser des outils très faciles du style, quand tu as l'impression que c'est trop stylé, ok, c'est quoi tous les inconvénients de cette situation à court, moyen, long terme, et quand tu as l'impression que c'est vraiment de la merde, ok, c'est quoi tous les bénéfices de cette situation à court, moyen, long terme, juste pour un peu apaiser les émotions, tu vois, en tout cas dans les moments où c'est nécessaire et où c'est utile. Évidemment, ça sert à rien de dépolariser tout ce qui se passe dans ta vie, tu vois, mais s'il y a un truc qui te trigger et qui t'empêche d'avancer, ça peut être intéressant, quoi. Ah, trop bien. J'adore. Écoute, merci en tout cas, Nadège. J'avais un peu peur parce que du coup je me disais voilà, ça fait plusieurs mois plusieurs semaines que voilà, et c'était un très très beau moment, donc merci pour ça. Trop bien. Et écoute, cher auditeur, si cet épisode pourrait faire kiffer un de tes proches, tu peux lui en parler ou lui partager. Le bouche à oreille, c'est le levier qui permet à ce podcast de se faire connaître. Merci Jérém, et je te dis à très vite. Merci à toi.